Le 10 octobre 2025, la fermeture de la rivière Sahel transforme un geste technique en rupture politique visible, immédiate, irréversible. En moins de 24 heures, l'approvisionnement recule d'environ 30% dans des zones clés, tandis que des accords hérités et des dépendances anciennes se fissurent au prix de pénuries et d'une nervosité des marchés. Que doit comprendre un foyer, une entreprise ou un ministère quand Ibrahim Traoré assume ce choc entre pression diplomatique et attentes populaires contradictoires? Si l'eau devient l'axe du bras de fer, la gouvernance devient l'épreuve. Cette séquence propose une lecture rigoureuse d'un événement souvent réduit à un symbole. Elle promet d'aller au-delà du choc initial pour clarifier ce que la fermeture de la rivière Sahel change réellement, dans la durée, pour l'État, l'économie et la société. Le bénéfice pour le lecteur est précis. Comprendre les impacts concrets sans slogan ni simplification. L'enjeu est double et indissociable. D'un côté, mesurer ce que le Burkina Faso peut gagner en souveraineté effective lorsqu'il reprend la main sur une infrastructure vitale. De l'autre, évaluer ce qu'il risque de perdre en stabilité économique, sociale et diplomatique si la transition se révèle trop coûteuse. Il ne s'agit pas seulement d'eau. Les effets s'étendent aux chaînes logistiques, à la confiance des marchés, aux relations régionales et à la cohésion interne. Chaque décision prise après le 10 octobre redéfinit l'équilibre entre autonomie nationale et interdépendance internationale. La question centrale n'est donc pas de juger un geste, mais d'évaluer s'il peut devenir une capacité durable à gouverner. En moins de 24 heures, la fermeture de la rivière Sahel révèle une dépendance plus profonde que prévu. Les premières données disponibles indiquent une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés, un chiffre qui dépasse la simple perturbation technique et expose l'architecture réelle du système. Ce recul n'est pas seulement une pénurie temporaire, il agit comme un révélateur structurel. Tant que le pilotage restait externalisé, la continuité semblait acquise, mais dès que ce pilotage s'interrompt, l'ensemble devient vulnérable, sans solution locale immédiatement opérationnelle. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir au cadre hérité. Depuis plus de 70 ans, la gestion des infrastructures hydrauliques majeures reposait sur des entreprises étrangères. Les contrats techniques, les flux de données et les chaînes de décision étaient largement délocalisés. Cette organisation assurait une stabilité apparente, mais au prix d'une dépendance silencieuse. La souveraineté formelle de l'État coexistait avec une souveraineté fonctionnelle limitée, rarement débattue tant que le système ne se grippait pas. La décision annoncée le 10 octobre 2025 rompt ce compromis. En ordonnant la fermeture, Ibrahim Traoré ne suspend pas seulement un flux d'eau, il interrompt un circuit de contrôle, de maintenance et d'arbitrage qui liait le Burkina Faso à des acteurs extérieurs. Le choc initial n'est donc pas une surprise imprévisible, mais la conséquence logique d'un modèle conçu pour fonctionner sans alternative locale immédiate. Ce contexte explique la rapidité des perturbations observées. Lorsque l'approvisionnement chute, ce sont aussi les données météorologiques, certaines prévisions agricoles et des coordinations logistiques qui se dérèglent. La crise ne se limite pas à la distribution de l'eau, elle affecte la capacité de l'État à anticiper, planifier et répondre sous contrainte. Mais cette vulnérabilité mise à nu ouvre aussi un espace inédit. En exposant les points de dépendance, la décision force un diagnostic que des décennies de gestion externalisée avaient repoussé. La souveraineté cesse d'être une abstraction politique et devient une série de problèmes concrets à résoudre. La question qui s'impose alors est précise. Ce dévoilement brutal des failles est-il un passage obligé pour reconstruire un contrôle durable ou un risque excessif pris sans filet? Dans les jours qui suivent la fermeture, la crise cesse d'être abstraite et prend un visage concret.
Elle ne se lit plus seulement dans des communiqués ou des graphiques, mais dans des gestes quotidiens, observables à l'échelle des quartiers et des villages. À Ouagadougou, dans la zone de Tangine, des habitants se rassemblent spontanément autour des points d'eau encore fonctionnels. Des comités informels se forment, définissant des horaires, des règles de partage et des priorités pour les familles les plus exposées. L'objectif n'est pas de contester l'État, mais de combler un vide opérationnel immédiat. Ces initiatives urbaines jouent un rôle d'amortisseur. Elles réduisent les tensions locales, évitent les ruées désordonnées et transforment une pénurie potentiellement explosive en gestion collective provisoire. Ce sont des réponses pragmatiques nées de la nécessité, qui montrent comment une société peut absorber un choc lorsque les infrastructures centrales vacillent. Elles ne résolvent pas le problème structurel, mais elles gagnent du temps. En milieu rural, la dynamique est différente, mais tout aussi révélatrice. Près de Kongoussi, des producteurs corses agricoles réactivent d'anciens canaux d'irrigation laissés à l'abandon depuis des années. Ces systèmes émetteurs des systèmes rudimentaires, moins dépendants des réseaux centralisés, permettent de préserver une partie des cultures et d'éviter une rupture totale de la production. Là encore, il ne s'agit pas d'une innovation spectaculaire, mais d'un retour à des solutions locales adaptées aux contraintes du moment. Ces premiers effets dessinent un personnage collectif. La population ne se contente pas d'attendre des réponses venues d'en haut. La décision associée à Ibrahim Traoré agit comme un déclencheur indirect, exposant simultanément les fragilités du système et les capacités d'adaptation du pays. La question de fond est désormais claire. Cette mobilisation précoce peut-elle dépasser l'urgence et s'inscrire dans la durée? Avant l'aube du 10 octobre 2025, la gestion de l'eau relevait d'un ordre ancien, stable en apparence mais dépendant en profondeur de chaînes de décision extérieures. Après cette zaïd, le pays bascule dans une séquence accélérée où chaque minute compte. La rupture ne se produit pas progressivement. Elle s'enclenche par une série d'actions coordonnées qui transforment une décision administrative en événement politique majeur, immédiatement perceptible sur le terrain. Tout commence par une prise de contrôle opérationnelle. À 06h12, des techniciens burkinabés prennent en charge les principales stations hydrauliques de la rivière Sahel, escortés par des unités militaires. Le geste est concret, visible et difficilement réversible à court terme. Il ne s'agit pas seulement de changer un ordre hiérarchique, mais d'interrompre une architecture de pilotage qui liait infrastructures, données et arbitrage à des acteurs extérieurs. En moins d'une heure, les premiers signaux d'instabilité apparaissent, là où une transition technique était attendue. Le premier verrou qui cède n'est pas l'eau elle-même, mais la chaîne de contrôle. Les données météorologiques et hydriques, jusque-là gérées par des entreprises européennes, cessent de fonctionner de manière continue. Ce détail, souvent négligé dans les analyses rapides, modifie l'équation. Sans information fiable et en temps réel, l'anticipation devient plus difficile, la planification plus risquée et la marge d'erreur s'élargit. La fermeture révèle ainsi que l'infrastructure matérielle et l'infrastructure informationnelle étaient indissociables. Puis vient le moment de la confirmation politique. À 08h30, l'opération est validée publiquement et le geste devient un message assumé. En l'endossant, Ibrahim Traoré transforme un acte technique en signal adressé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. À l'international, les réactions se durcissent rapidement. Des responsables occidentaux évoquent des sanctions économiques, la suspension de prêts et une pression accrue sur les circuits financiers. Le vocabulaire employé, parfois alarmiste, contribue à installer un climat d'incertitude qui dépasse largement la question de l'eau. À l'intérieur, la scène est plus ambivalente. Un soutien populaire se manifeste autour de l'idée de réappropriation nationale. Dans le même temps, l'adhésion symbolique
cohabite avec une inquiétude très concrète. Les réseaux d'approvisionnement, habitués à des routines sécurisées, doivent improviser. Les marchés, eux, n'entendent pas les explications détaillées. Ils réagissent à l'incertitude, ajustent les prix et intègrent le risque d'isolement dans leurs calculs. La décision devient un test de capacité plus qu'une simple affirmation. Les jours suivants font apparaître les répliques. D'un côté, les perturbations s'étendent. L'eau manque davantage dans certaines zones. Les coûts augmentent et la nervosité progresse à mesure que les acteurs économiques évaluent la durée possible de la crise. De l'autre, la société s'organise. Des comités locaux apparaissent, des quartiers rationnent, des campagnes réhabilitent des canaux et des solutions provisoires se multiplient. Cette auto-organisation agit comme un tampon, mais elle ne remplace pas une architecture nationale stable. La séquence peut ainsi se lire en trois temps distincts: prise de contrôle, confirmation politique, propagation des effets. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le geste a eu un impact. Elle est devenue plus exigeante. Le pays peut-il transformer cette rupture brutale en trajectoire maîtrisée sans perdre l'essentiel en route? Avant la fermeture, l'approvisionnement en eau reposait sur un flux continu et centralisé. Après le 10 octobre 2025, il devient fragmenté, instable et soumis à des arbitrages locaux permanents. Cette bascule se lit d'abord dans quelques indicateurs disponibles, imparfaits mais suffisamment robustes pour encadrer l'analyse et éviter les impressions trompeuses. Le premier indicateur est la baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau observée dans plusieurs régions clés. Ce recul signifie qu'une part proche d'un tiers des volumes habituellement distribués n'atteint plus les usagers finaux. Au-delà de la pénurie immédiate, ce chiffre révèle la profondeur de la dépendance structurelle. Un système qui fonctionne sans rupture tant que le pilotage reste externalisé montre ses limites dès que ce pilotage est interrompu. La donnée ne décrit pas chaque situation locale, mais elle fixe un ordre de grandeur clair. La transition engagée n'est ni marginale ni symbolique. Elle est lourde et systémique. Le deuxième indicateur concerne l'économie quotidienne et ses effets en chaîne. Dans les jours qui suivent la décision, les prix du carburant augmentent d'environ 20%. Cette hausse renchérit immédiatement le transport, la distribution et la production. Elle agit comme un multiplicateur de crise. Lorsque l'eau devient plus rare et que l'énergie devient plus chère, chaque activité dépendante de la logistique subit une double contrainte. Les marchés répercutent cette incertitude plus vite que les administrations ne peuvent y répondre. Ce chiffre ne décrit pas seulement un secteur précis. Il mesure la sensibilité globale de l'économie nationale aux ruptures de flux. Un troisième élément, moins spectaculaire mais central pour comprendre l'ampleur du choc, est la durée de plus de 70 ans pendant laquelle la gestion hydraulique a été confiée à des entreprises étrangères. Cette période longue explique l'absence d'alternative immédiatement opérationnelle au moment de la rupture. La stabilité passée a eu un coût invisible. Les compétences techniques, les données critiques et les procédures d'arbitrage se sont accumulées hors du périmètre national, rendant toute reprise de contrôle forcément coûteuse au départ. Ce chiffre n'est ni un reproche ni une justification. Il sert de contexte. Il éclaire pourquoi l'ajustement est brutal et pourquoi les marges de manœuvre sont limitées à court terme. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. La décision associée à Ibrahim Traoré entraîne une perte mesurable à court terme, tout en rendant visibles des dépendances longtemps masquées par la continuité apparente du système. Les chiffres ne tranchent pas le débat politique. Ils remplissent une autre fonction, plus exigeante. Ils bornent l'espace des options réalistes. Ils montrent que la souveraineté revendiquée a un coût immédiat et qu'elle exige des capacités techniques, financières et organisationnelles à reconstruire. La question devient alors strictement opérationnelle. Comment réduire ces écarts sans recréer sous une autre forme
une dépendance équivalente. La fermeture de la rivière Sahel a rapidement cristallisé un clivage net parmi les observateurs. Deux lectures dominantes émergent, chacune appuyée sur des arguments solides mais incomplètes lorsqu'elles sont considérées isolément. Comprendre cette opposition est indispensable pour éviter une lecture idéologique d'un événement avant tout structurel. Une première lecture insiste sur le risque excessif. Pour de nombreux analystes internationaux, la décision assumée par Ibrahim Traoré constitue une prise de risque disproportionnée. Leur raisonnement est cohérent. Couper un approvisionnement vital sans solution technique pleinement opérationnelle expose le pays à une contraction économique durable. La baisse de l'eau disponible, combinée à la hausse du carburant, alimente l'inflation et fragilise les ménages urbains. À cela s'ajoutent les menaces de sanctions, de suspension de prêts et de retrait des investisseurs, susceptibles de réduire encore les marges budgétaires de l'État. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée coûte plus qu'elle ne rapporte, au moins à moyen terme. Une seconde lecture met en avant la nécessité historique de la rupture. À l'inverse, une partie des acteurs africains et de la société burkinabé considèrent que cette décision était inévitable. Maintenir un système hydrique contrôlé de l'extérieur reviendrait à accepter une dépendance structurelle indéfinie. Ah, les coûts immédiats sont réels, mais perçus comme le prix à payer pour une émancipation durable. Les initiatives locales apparues après la fermeture, comités urbains ou réhabilitation rurale, sont citées comme preuve d'une capacité d'adaptation longtemps sous-estimée. Pour se relier ces deux positions, une réponse étayée s'impose. Les données disponibles suggèrent que chacune capte une part de la réalité. Les chiffres confirment l'existence d'un choc économique et social tangible, mais ils montrent aussi que la dépendance antérieure rendait toute transition nécessairement brutale. Le débat ne se réduit donc pas à un choix entre prudence et audace. Il porte sur la capacité à transformer un geste politique en processus maîtrisé, capable de limiter les coûts sans renoncer à l'objectif de contrôle national. La ligne de fracture réelle n'oppose pas rupture et statu quo. Elle sépare une rupture improvisée d'une rupture accompagnée, structurée et assumée dans le temps. Ce qui apparaissait comme une crise d'approvisionnement révèle en réalité une bascule de pouvoir plus profonde. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité des contrats internationaux vers des décisions locales, souvent improvisées mais concrètes. Le changement ne vient ni d'un nouveau traité ni d'un investissement massif, mais d'une réorganisation forcée des responsabilités à tous les niveaux. À ce stade, le geste associé à Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement défensif. Il devient un révélateur de capacités latentes. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent décider, arbitrer et coordonner sous contrainte, sans attendre des instructions complètes venues du sommet. Les citoyens, eux, comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un acteur lointain, mais conditionné par des règles qu'ils contribuent eux-mêmes à définir et à faire respecter. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. La souveraineté ne se discute plus seulement en termes de symboles ou de discours. Elle s'expérimente avec des réussites partielles, des erreurs visibles et des ajustements rapides. Le pouvoir ne circule plus uniquement du haut vers le bas. Il se fragmente, se redistribue et s'apprend, parfois maladroitement, dans l'urgence. À partir de ce point médian, la question centrale évolue. Il ne s'agit plus de savoir si le pays peut revenir à l'ordre ancien. Elle devient plus exigeante. Peut-il structurer ce pouvoir diffus avant qu'il ne s'épuise ou ne se retourne contre lui-même? Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ne se répartissent pas de manière uniforme.
Il se décline selon les acteurs, leur marge d'action et leur exposition au risque, dessinant une cartographie précise des fragilités immédiates et des gains potentiels. Cette différenciation est essentielle pour dépasser une lecture globale qui masquerait les tensions réelles à l'œuvre. Du côté de l'État, l'impact se concentre sur la coordination. À court terme, l'administration centrale subit une pression accrue sur sa capacité à arbitrer entre usages concurrents. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement complique la planification, oblige à hiérarchiser les priorités et expose chaque décision à la critique. En parallèle, la décision associée à Ibrahim Traoré renforce une légitimité symbolique auprès d'une partie de la population. Mais cette légitimité est conditionnelle. Elle dépend désormais de résultats opérationnels visibles. Si la transition échoue, le capital politique accumulé peut s'éroder rapidement. Du côté des entreprises, le choc est principalement logistique et financier. La hausse d'environ 20% du prix du carburant augmente les coûts de transport et réduit les marges. Les secteurs dépendants de flux réguliers, notamment l'agroalimentaire et le transport, sont les plus exposés. Les investissements sont différés, parfois annulés, en raison de l'incertitude. À l'inverse, certains acteurs locaux identifient des opportunités nouvelles: maintenance d'infrastructures, distribution alternative, services de proximité. Le tissu économique se polarise entre ceux qui absorbent le choc et ceux qui tentent d'en tirer parti. Pour les citoyens, les conséquences se lisent dans les usages quotidiens et les solidarités. En milieu urbain, la rareté de l'eau et l'augmentation des prix pèsent sur le pouvoir d'achat et modifient les routines. Les ménages rationnent, mutualisent et s'appuient davantage sur les réseaux de quartier. Ces mécanismes limitent les tensions ouvertes, mais ils reposent sur un équilibre fragile. En milieu rural, l'impact est contrasté. Certaines communautés parviennent à maintenir une partie de la production grâce à des canaux réhabilités, tandis que d'autres restent fortement vulnérables. À l'échelle régionale, enfin, l'équilibre géopolitique se déplace. Les pays voisins observent la situation entre crainte d'instabilité et opportunité de coopération. Le Burkina Faso apparaît à la fois comme un risque systémique et comme un laboratoire politique. Si la trajectoire s'organise, elle peut inspirer. Si elle échoue, elle confortera les partisans du statu quo. Ces quatre lectures convergent vers un même constat. La fermeture crée des coûts immédiats, mais elle redistribue aussi le pouvoir et les responsabilités. La question n'est plus abstraite. Elle est vécue, mesurée et débattue à chaque niveau de la société. À partir des dynamiques observées depuis le 10 octobre, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais structurent les choix possibles et éclairent les risques associés à chaque orientation. L'enjeu n'est pas de choisir un scénario par préférence idéologique, mais d'identifier les leviers qui rendent l'un plus probable que les autres. Le scénario de base repose sur une stabilisation sous contrainte. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso parvient à contenir les effets les plus graves de la rupture sans les effacer totalement. Les audits nationaux des infrastructures progressent lentement. Lentement, des réparations ciblées réduisent certaines pertes et les dispositifs locaux de gestion de l'eau se normalisent. Les tensions diplomatiques persistent mais restent limitées, évitant des sanctions généralisées. L'inflation demeure élevée sans devenir incontrôlable et l'activité économique redémarre de manière inégale selon les secteurs. Ce scénario suppose une coordination constante entre l'État et les collectivités, ainsi qu'une discipline budgétaire rigoureuse. La souveraineté progresse, mais au prix d'un ajustement long et fragile. Un scénario plus optimiste mise sur la réorganisation accélérée et la coopération régionale. Ici, la crise agit comme un catalyseur. Les capacités locales se renforcent plus vite que prévu, soutenues par des investissements ciblés et des partenariats techniques régionaux. Des accords hydriques émergent avec des pays voisins,
favorisant la mutualisation des données et des bonnes pratiques sans recréer notamment une dépendance unilatérale. Des solutions adaptées, comme des systèmes solaires ou des canaux gravitaires, réduisent progressivement la vulnérabilité aux réseaux centralisés. L'économie retrouve un rythme plus soutenu et la gestion de l'eau devient un levier de crédibilité régionale. Ce scénario repose sur une convergence rare entre volonté politique, expertise technique et coopération pragmatique. Le scénario le plus pessimiste décrit un enlisement progressif. Dans cette trajectoire, les infrastructures continuent de se dégrader, les mécanismes de soutien s'essoufflent et la fatigue sociale s'installe. Les sanctions, les sanctions internationales se durcissent, limitant l'accès au financement et aux importations stratégiques. Les pénuries se prolongent, les prix augmentent durablement et l'État perd une partie de sa capacité d'arbitrage. La crise hydrique se transforme alors en crise de gouvernance plus large. Ces, ces trajectoires peuvent se combiner selon les régions et les secteurs. La recommandation centrale est prudente. Privilégier des choix réversibles et adaptatifs. Si les décisions actuelles favorisent la flexibilité, même un choc sévère peut devenir une étape de transformation maîtrisée. Pour le public urbain, la transition se traduit d'abord par une adaptation quotidienne. Les coupures d'eau imposent de nouveaux rythmes, une organisation plus collective et une attention accrue aux usages. La hausse des prix réduit le pouvoir d'achat et rend visible des choix de consommation longtemps considérés comme acquis. Cette contrainte crée une conscience plus aiguë de la fragilité des services essentiels et de la valeur d'une gestion partagée, même lorsqu'elle est imparfaite. Pour les acteurs économiques locaux, la période est profondément ambivalente. Les petites et moyennes entreprises subissent la volatilité des coûts, l'irrégularité des flux et l'incertitude réglementaire, ce qui freine l'investissement et l'emploi. Dans le même temps, des initiatives émergent autour de solutions de proximité, maintenance d'infrastructures, distribution alternative, innovations sobres adaptées à des contextes contraints. Le choc agit comme un filtre, éliminant certains modèles trop dépendants et ouvrant un espace à des pratiques plus résilientes. Pour les communautés rurales, l'impact est immédiat et concret. L'eau conditionne directement la production agricole et la sécurité alimentaire. La réactivation de systèmes d'irrigation anciens montre une capacité d'adaptation réelle, mais elle exige du temps, de l'effort collectif et une coordination minimale. Chaque succès ou chaque échec a des conséquences rapides sur les récoltes et les revenus, rendant la transition particulièrement exigeante. Enfin, pour les jeunes et les acteurs civiques, la crise sert de catalyseur d'engagement. L'organisation de points de collecte, la médiation lors des rationnements et l'entraide transforment une situation de stress en expérience de responsabilité partagée. Cet engagement ne résout pas les défis structurels, mais il renforce le tissu social et prépare des compétences collectives durables. Deux gestes simples émergent pour le lecteur. S'informer au-delà des slogans et soutenir les initiatives locales crédibles. Ces actions modestes, cumulées, participent à la transformer une contrainte collective en apprentissage durable. La transition engagée après la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions lisibles, coordonnées et mesurables. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'intention politique, mais la capacité d'exécution dans le temps. Sans cadre clair, l'apprentissage collectif risque de s'épuiser avant de produire des résultats durables. La première étape consiste à sécuriser techniquement le réseau. Dans les 6 prochains mois, un audit national complet des infrastructures hydrauliques doit identifier les points de rupture, les dépendances technologiques et les pertes critiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des équipes d'ingénieurs nationaux peuvent reprendre le contrôle opérationnel des stations clés. Le critère d'évaluation est précis: réduire progressivement les interruptions non planifiées et stabiliser les volumes distribués. La deuxième étape
vise la reconstruction des capacités locales. Il s'agit de former des techniciens et des gestionnaires capables d'exploiter les données hydriques et climatiques sans relais externe. Des programmes courts orientés vers l'application pratique permettent de reconstituer un socle de compétences. La réussite se mesure par la capacité à anticiper les pénuries plutôt qu'à y réagir dans l'urgence. La troisième étape porte sur la coordination territoriale. Les comités citoyens apparus dans la crise doivent être intégrés à un cadre explicite. Définir qui décide, à quel niveau et selon quelles règles réduit les conflits et stabilise la gestion quotidienne. L'indicateur clé est la baisse des tensions locales liées au partage de l'eau. Enfin, une ouverture régionale maîtrisée complète l'ensemble. Des mécanismes légers de coopération avec les pays voisins permettent de mutualiser informations et bonnes pratiques sans recréer une dépendance unilatérale. Cette feuille de route n'élimine pas les risques. Elle transforme toutefois une rupture brutale en trajectoire gouvernable, où la souveraineté devient une compétence à entretenir. À Tanquin, les seaux alignés à l'aube sont devenus plus qu'un simple outil domestique. Ils rappellent les premiers jours de la fermeture, lorsque les habitants ont dû décider ensemble comment partager une ressource soudainement rare. Ce geste ordinaire relie l'intime au politique, le quotidien à la souveraineté, sans slogan ni mise en scène. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un coup isolé que comme un moment de vérité. Elle a forcé le pays à regarder en face ses dépendances, ses fragilités, mais aussi ses capacités longtemps mises à distance. Les comités de quartier, les canaux réhabilités et les arbitrages locaux ne constituent pas des solutions définitives. Ils sont des signaux. Ils indiquent que la gestion de l'eau n'est plus abstraite ni déléguée. Elle est vécue, discutée et assumée. Ce rappel renvoie au personnage collectif apparu plus tôt. Une société contrainte d'apprendre vite, sous pression, sans garantie de succès immédiat. L'émotion ne vient pas d'un discours officiel, mais de la répétition de ces gestes ordinaires qui, mis bout à bout, redessinent une trajectoire nationale. Une souveraineté réelle commence toujours par un effort partagé. À ce stade, l'histoire de la fermeture de la rivière Sahel ne se réduit plus à une décision gouvernementale ni à un affrontement de récits. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société et, au-delà, aux observateurs extérieurs. Chaque hacker est confronté à une question simple mais exigeante. Comment accompagner une transition réelle sans la réduire à un jugement idéologique immédiat? Le Burkina Faso avance sur une ligne étroite. D'un côté, la tentation du repli, de la condamnation rapide ou de l'adhésion aveugle. De l'autre, la possibilité d'un apprentissage collectif, imparfait, parfois coûteux, mais progressif. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande ni approbation automatique ni rejet réflexe. Elle appelle une attention soutenue, informée et critique. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de prendre parti, mais de rester exigeant, observer les faits, distinguer les coûts des opportunités et refuser les récits simplistes qui masquent la complexité réelle. Soutenir ce processus peut prendre des formes modestes. Relayer des analyses rigoureuses, valoriser les initiatives locales efficaces, maintenir un espace de dialogue plutôt que de condamnation. La question reste ouverte et c'est précisément là que réside son importance. Sommes-nous prêts à considérer qu'un pays puisse expérimenter, se tromper, corriger et persister sans être réduit à un symbole figé? La suite dépendra moins d'un geste spectaculaire que de la constance de ses choix collectifs.